Vous êtes, mesdames et messieurs, sur NCA, la nouvelle chaîne africaine disponible sur le bouquet Canal Plus Afrique, canal 573 et en France sur Free, canal 426. Et bienvenue dans Frontal, votre rendez-vous qui vous plonge au cœur de l'actualité en Afrique et dans le monde. Il est déjà arrivé dans l'histoire de l'humanité que des hommes considèrent d'autres hommes, du fait de leur couleur de peau, comme des choses susceptibles de faire l'objet de toute forme de transaction. Certains en étaient tellement convaincus qu'ils l'ont codifié, à l'exemple du Code noir promulgué en 1685 par le roi Louis XIV. L'article 44 de ce code affirme même que les esclaves sont des meubles, c'est-à-dire des biens pouvant être achetés ou vendus. Curieusement, 178 ans après l'abolition de l'esclavage en 1948, un tel code reste encore présent dans le droit français. Une absurdité que le député guadeloupéen Mas Mathiazin, non, le député français de Guadeloupe, Mas Mathiazin, a tenu à corriger en déposant en septembre 2025 auprès de la Commission des lois de l'Assemblée nationale française une loi portant abrogation du Code noir. Elle sera votée le 20 mai à l'unanimité par la Commission des lois, puis le 28 mai à l'unanimité aussi par l'Assemblée nationale française. Mais comment comprendre la survivance jusqu'en 2026 d'un tel code dans le droit français? Comment faire face aux conséquences modernes de l'application d'un tel code? Quel regard porter aujourd'hui sur la situation des afro-descendants, mais aussi des Français originaires des anciennes colonies dans l'espace républicain français? Pour aborder ces questions, je reçois avec moi trois invités. Louis-Georges Tin, vous êtes le Premier ministre de la diaspora africaine, un poste imaginé par l'Union africaine qui considère effectivement la diaspora africaine comme le 55e État du continent. Universitaire êtes-vous, fortement engagé contre toute forme de discrimination et toute forme de racisme. Ancien président du CRAN, conseil représentatif des associations noires. Écrivain êtes-vous également, auteur de plusieurs livres, dont Esclavage et réparation, comment faire face aux crimes de l'histoire, édition Parti Stock, ou encore De l'esclavage aux réparations, les tests clés d'hier et d'aujourd'hui, publiés aux éditions Les Petits Matins. Merci Louis-Georges Tin d'avoir accepté notre invitation. Claude Ekanga, brillant politiste camerounais, ou du moins analyste politique. Merci à vous également d'avoir accepté notre invitation pour aborder les interrogations évoquées dans mon mot introductif. Merci. Merci. Et le professeur David Asiba Johnson est avec nous pour aborder ces questions. Né à Dakar, capitale de l'AOF, et pas très loin de l'île Gorée. Absolument. La précision vaut la peine. Vous vivez en France depuis plusieurs décennies et ces problématiques vous sont pas familières. Et c'est à juste titre que je vous ai invité, professeur. Merci d'avoir cette émission. Merci à vous. Louis-Georges Tin, il me paraît important, avant de vous poser ma question, de lire un bout du préambule de la Constitution française de 1946, repris dans celui de 1958. Je cite, « Au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté d'asservir et de dégrader la personne humaine, le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés. Il réaffirme solennellement les droits et libertés de l'homme et du citoyen consacrés par la Déclaration des droits de 1789 et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. » Pourquoi parlons-nous, Louis-Georges Tin, en 2026, du Code noir? Parce que ce texte était encore en vigueur, même s'il était évidemment obsolète.
C'est-à-dire qu'il y a le décret Schellcher d'abolition Oui. en 1848, mais il abolit le texte. En fait, il abolit l'esclavage, mais il ne fait pas référence explicitement au texte qu'est le Code noir. Donc ça, évidemment, c'est une forme d'anomalie juridique. En réalité, Schellcher a voulu aller vite. Et il n'a pas eu tort, d'ailleurs, Césaire le reconnaît. C'est-à-dire qu'il y avait la révolution de 1848, Oui. il y avait des lobbies pour l'esclavage. Il n'est donc pas passé par l'Assemblée. Donc c'est pour ça que c'est un décret et pas une loi. Donc il a dit il faut faire vite, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Il avait raison, il y a eu un coup d'État après, on ne sait pas ce que Napoléon III aurait fait. Donc il fait un décret qui dit l'esclavage est aboli. Mais il n'abolit pas stricto sensu le Code noir parce qu'il ne passe pas par le Parlement, parce que convoquer le Parlement aurait été compliqué dans le contexte révolutionnaire. Ce qui fait que oui, l'esclavage est aboli, mais non, le Code noir n'est pas en quelque sorte combattu. Nous sommes 178 ans après. Alors on pourrait dire oui, mais enfin, de fait, Oui, le Code noir était aboli. oui, Sauf que c'est plus compliqué que ça. Parce que lorsque vous avez un texte qui demeure dans le code juridique, demain matin, un gouvernement peut le réactiver. c'est ça. Je ne sais pas qui va diriger la France demain matin. Par ailleurs, il faut être conscient que l'esclavage a été plusieurs fois aboli et réinstauré. Oui. 1794, sous l'impulsion de Saint-Domingue, Toussaint Louverture et les autres, qui deviennent Haïti, Par Napoléon, l'esclavage est aboli, puis rétabli par Napoléon. bien sûr. 1848, il est aboli, mais il est réinstauré sous la forme déguisée du travail forcé sous la Troisième République. Oui, Victor Schellcher lui-même, à l'époque, qui est encore vivant, dit « Mais je ne comprends pas, on est en train de refaire ce que j'avais défait ». Donc, sous la Troisième République, il y a eu du travail forcé. C'était très différent juridiquement de l'esclavage, mais dans la réalité, c'est exactement pareil. Les gens qui travaillaient, par exemple, dans le port d'Abidjan ou le chemin de fer du Congo-Océan, il y avait les mêmes taux de mortalité que dans les plantations de Saint-Domingue ou de Martinique. Donc, beaucoup de gens dans l'histoire ont essayé, par toutes sortes de façons détournées, de réinstaurer l'esclavage. Par conséquent, je serai plus tranquille lorsque tous les textes conséquents seront non seulement abolis, parce qu'il y en a un qui a été aboli, mais il y en a encore d'autres. il y en a encore d'autres, Il y en a c'est encore ça qui est curieux. Parce que le Code noir, c'est une série de textes. C'est ça, Donc il y en a plusieurs. D'ailleurs, il y a Oui. un article qui dit qu'il faudra faire un toilettage général. absolument, de Parce qu'il tous y a les textes de d'autres loi. textes coloniaux qui existent encore. Et je parlerai de celui qui a été le travail forcé. Mais on oublie ce texte très important. Parce que sous la Troisième République, on a mis en place le travail forcé. Donc c'est pas la même chose que l'esclavage, mais on capturait des gens avec des fusils, on les mettait dans des camps de travail, c'est le terme de l'époque, et on les forçait à travailler. Donc vous voyez bien qu'il n'y a pas de différence pratique avec l'esclavage. Et il y a eu même plus d'esclaves en France, après l'abolition de 1848, après qu'avant. Pourquoi ? Parce que ça a duré moins longtemps, mais sur un bassin de recrutement, si j'ose dire, beaucoup plus élevé, puisque ça partait du Tchad, ça allait jusqu'en Indochine, le Congo, le Sénégal, etc. Ça fait du monde. Donc, il y a eu quantité de tentatives détournées de réinstaurer l'esclavage en terre française ou dans les colonies. Mm. Voilà pourquoi nous devons être vigilants et faire en sorte que non seulement ce texte soit aboli, mais tout ce qui traîne un peu partout pour éviter que des gens puissent s'en saisir demain matin. Claude Wilfried Kanga, avant que je ne passe la parole à notre doyen, quel est le regard que vous avez posé justement sur cette initiative prise par Mathiazin, le député français de Guadeloupe, qui vient d'obtenir, c'était le 28 mai dernier, l'abrogation par l'Assemblée nationale française à l'unanimité du Code noir? L'initiative, elle est très bonne. L'initiative du député Max Mathiazin, elle est exceptionnelle. Il faut noter que la remarque qu'il fait à l'Assemblée au Premier ministre de l'époque, alors François Bayrou, date de 2023. Donc les avancées pratiques ont lieu en 2025 et le texte d'abrogation final a lieu en mai 2026. L'initiative, elle est très bonne. Maintenant, la réaction et le retard pris par la France, par contre, ne me surprend pas du tout. On a pu remarquer que, de la part des puissances coloniales d'hier, qui en fait n'ont pas vraiment cessé de l'être, il y a une sorte de différenciation dans le regard porté sur les tragédies vécues par le peuple noir par rapport à ce qu'on fait comme bilan ou comme analyse ou comme considération des autres tragédies.
On a souvent cette détestable habitude de présenter l'esclavage comme un épisode auquel les Noirs ont largement contribué, voire participé. On parle moins, par exemple, du fait que lors de l'invasion de la France par les nazis, il y a une bonne partie de la France qui a été collaborationniste. C'est-à-dire, le 17 juin 40, le maréchal Pétain dit de manière claire qu'il faut abandonner le combat et carrément se plier à la domination allemande. Pour les Africains, on va davantage s'appesantir sur la collaboration que sur la résistance. Or, les collaborations, il y en a eu partout. Et ce regard-là conduit à une situation où l'urgence de tourner la page n'est pas la même que sur les autres tragédies. C'est pour ça qu'il peut s'écouler autant de temps avant que la France ne se rende compte que, ah tiens, on avait encore ce mécanisme perfide qu'est le Code noir, qui est quand même l'un des textes, l'un des chapitres les plus humiliants de l'histoire de l'humanité. Ce qui ressort, en fait, c'est qu'il y a de pire en nous. Lorsque M. Mathiazin fait la remarque à François Bayrou en 2023 à l'Assemblée, il est totalement surpris. Oui. C'est-à-dire, il ne le savait pas. Le premier ministre de la République française ne savait pas que la République française avait encore dans ses textes une disposition qui faisait du noir une entité ayant la même valeur que la table sur laquelle même ou le canapé appuyé. Et donc, oui, cela intervient maintenant, mais on peut quand même remarquer que quand on parle d'unanimité, c'est pas l'unanimité des députés à l'Assemblée nationale. Non, c'est des présents. C'est l'unanimité des 254 qui étaient présents. Oui. Sinon, l'Assemblée française 577 députés, dont il n'y a même pas la moitié. Et c'est sans rappeler un autre épisode qui est intervenu au mois de mars aux Nations Unies, où il fallait reconnaître l'esclavage comme le plus grand crime de l'humanité. Oui. Les 52 pays, donc littéralement toute l'Union européenne plus d'autres pays, se sont abstenus, c'est-à-dire c'est difficile pour eux de reconnaître cet état de fait. Et en 99 déjà, lorsque Christiane Taubira avait porté la loi qui reconnaît déjà l'esclavage comme un crime contre l'humanité, puisque la bataille s'est faite sur plusieurs épisodes, évidemment, la salle était tout aussi clairsemée. Il y a eu moins de 90 députés qui ont valider le texte. Donc, ce n'est pas surprenant parce que c'est une attitude qui a toujours existé de la part de ceux qui, aujourd'hui encore, vont considérer Louis XIV comme le roi soleil, qui pourtant, pour nous, les Africains ou les descendants d'esclaves, représente tout ce qu'il y a d'obscur. Et de la même manière que vous avez du mal à évoquer même l'éventualité d'un déboulonnement des sculptures de Jean-Baptiste Colbert, oui, le fameux rédacteur, que l'on trouve sur le parvis du Palais Bourbon à Paris. Donc voilà, pour faire court, c'est en fait un dédain, un décalage entre le respect qui est dévolu aux Africains et la manière dont on voit les autres entités, qui fait qu'aujourd'hui encore, et monsieur le disait fort véridiquement il y a quelques instants, on a donc reconnu le texte de l'abrogation du texte de 1685, mais il y a d'autres codes noirs qui doivent encore être abrogés. Absolument. Il y a celui de 1723 oui, et celui de 1724. Et effectivement, après l'abrogation de ce code noir, une note est adressée au gouvernement français pour qu'il recense tous les tests allant dans le sens du code noir d'ici un an. Je crois qu'on a donné un an au président, enfin, à l'État français de recenser ces tests et de les abroger comme on l'a fait pour le code noir. Professeur David Asiba Johnson. Je l'ai dit, vous êtes né à Dakar, pas loin de l'île de Gorée. Oui. Ça fait des décennies que vous vivez ici. Vous avez vu la République en relief d'une certaine manière. Comment vivez-vous encore en 2026, qu'il est encore en 2026, qu'il existe encore en 2026 un code noir non abrogé, en tout cas avant 28 mai 2026? Je sais pas, c'est une question que vous me posez, à la fois un peu dérangeante. Excusez-moi. Elle est dérangeante parce que je voudrais pas qu'on ait l'impression qu'on attaque la France quand on soulève ces questions-là, parce que ce sont des questions tout à fait délicates, mais qui méritent d'être analysées et pour lesquelles on devrait s'exprimer.
moi, je considère que c'est curieux, qu'on ait attendu plusieurs années pour pouvoir le faire, alors que au cours de la guerre 14-18, nous étions présents, 39-45, nous étions présents, et quand je dis présents, des centaines et des milliers de personnes sont mortes par le biais des tirailleurs sénégalais. Et j'ai le sentiment que cette abolition-là, c'est une certaine façon de pouvoir dire ouais, on se dédouane un tout petit peu par rapport à ce qui s'est passé au niveau du texte, au niveau de l'ONU qui avait initié le Ghana. Bon, on dit ça pour dire ouais, effectivement, nous ne sommes pas esclavagistes, on a progressé. Mais je crois que ça ne change pas grand-chose en fait en réalité. L'esclavage existe sous d'autres formes encore. Oui, elle existe sous d'autres formes, et nous devons être vigilants à ce sujet-là. C'est plutôt là. Et quand le camarade a mis en évidence le travail forcé, mais il y a d'autres façons même aussi d'esclavage. Lorsqu'on paye au dixième les compétences des uns et des autres, des difficultés, etc. La non-reconnaissance des compétences des gens qui auraient fait les mêmes études et qui ont du mal à trouver de travail. Tout ça, c'est une certaine forme d'esclavage. Mais on ne va pas diluer. C'est très important, ça. Sous les formes modernes d'esclavage, parce que il faut que nous pensions à nos ancêtres qui ont subi... Vous m'avez posé une question. Oui, c'est ça. Mais la question que vous m'avez posée, je veux dire, qu'apporte l'abrogation? C'est un coup d'épée dans l'eau. D'accord. Soyons sérieux. Elle est symbolique, d'accord. Elle est symbolique. C'est un coup d'épée dans l'eau. Permettez-moi, juste, je chute. Il est assez important. Lorsque Madame Taubira avait bataillé pour que l'esclavage soit reconnu contre crime, c'était en 2021, je crois. La loi Taubira. Elle voulait 2001, pardon. Ouais, elle voulait en même temps d'aucuns qu'on regarde le problème du dédommagement. On va aborder ça. Oui, non, mais je voulais dire qu'on l'a isolé. On l'a isolé. On n'a pas voulu traiter ce problème-là. Mais quand le problème est revenu à l'Assemblée générale de l'ONU, qu'a fait le gouvernement français? Au lieu de saisir une balle pour essayer de traiter le problème qui n'avait pas été traité en amont, il y a eu une abstention. Donc, je ne prête pas d'attention à qui que ce soit. Les faits montrent qu'il y a un problème derrière et qu'il y a un problème qui devrait être qualifié. On marque une courte pause, on se retrouve dans quelques secondes pour la deuxième partie de notre émission. Tout de suite. NCA, désormais sur Free. Après son intégration au bouquet Canal+ Afrique, Canal 9 et Canal 573, NCA poursuit son développement et vient d'intégrer le célèbre bouquet Free TV, Canal 426. La chaîne panafricaine renforce ainsi son ancrage aussi bien en Afrique que hors d'Afrique. Le développement de NCA, c'est vous, nos téléspectateurs à travers le monde. NCA, la chaîne panafricaine de référence. NCA, la nouvelle chaîne africaine. NCA, the New African Channel. Deuxième partie de notre émission de Frontal, votre rendez-vous politique. Le numéro de ce jour est consacré au décryptage et à l'analyse de l'abrogation le 28 mai 2026 par l'Assemblée nationale française du Code noir. Louis Jochetin, le professeur David Assiba l'a rappelé. Le but de l'émission, ce n'est pas d'attaquer la France ou de faire un procès à la France, mais de faire une analyse objective d'un fait historique et d'interroger nos propres rapports à l'histoire. Que retiendra l'histoire?
que l'histoire retiendra que c'est un Guadeloupéen, donc quelqu'un qui nous ressemble, qui a pris l'initiative de faire abroger le Code noir. Ça veut dire que nous aurions pu le faire plus tôt. Oui. Mais ça dit aussi quelque chose de nos rapports à l'histoire et aux vestiges de l'histoire qui nous sont préjudiciables. Et moi, je vous pose la question suivante. Comparaison n'est pas raison, mais ça dit quelque chose. Lorsque, en février 2005, l'Assemblée nationale française vote une loi sur les bienfaits de la colonisation, aucun État, aucune ancienne colonie n'a convoqué l'ambassadeur français pour lui demander des explications. Et Kanga a rappelé l'occupation. Imaginez la Bundestag, l'Assemblée fédérale allemande, voter une loi sur les bienfaits de l'occupation. Vous imaginez ce que ça aurait été ici en France. Absolument. Comment expliquer cette passivité que nous avons par rapport aux faits historiques et politiques qui, normalement, devraient nous interpeller, mais qui nous laissent passifs? Pourquoi? Vous avez raison, mais la réponse tient en un mot, la peur. Beaucoup de chefs d'État africains ont accumulé pendant des générations une certaine peur, la peur des représailles, la peur du maître, la peur du colon. Et cette peur n'est pas totalement irrationnelle. Beaucoup ont levé la voix et ont fini la tête coupée. Vous avez raison. Vous avez raison. Les noms sont nombreux et on peut aller très loin dans l'histoire. On peut aller aussi avec Kadhafi, Gbagbo et quantité d'autres. Donc on comprend que certains chefs d'État puissent avoir peur. Pour autant, cette peur n'est pas une politique. On ne peut pas construire une politique sur le renoncement. Et je crois qu'il y a une nouvelle génération de chefs d'État qui le comprennent aisément. Aujourd'hui, on doit pouvoir affirmer la dignité des peuples africains. Et d'ailleurs, la France est obligée aujourd'hui de le reconnaître. Donc, cette loi qui a été votée, qui est une loi de la honte, Qui a été abrogée par qui a Chirac. été abrogée partiellement. Oui, partiellement. c'est ça. Oui. Voilà. Aujourd'hui, on ne pourrait pas se permettre de le faire. Je crois que les états d'esprit ont changé, les États d'Afrique ont changé, et la France ne pourrait plus se permettre de faire ce qu'elle a fait. Et je reviens à ce que monsieur disait. Vous avez raison de dire que le véritable enjeu, c'est les réparations. Parce que pour le coup... Est-ce que ça se répare, Louis Jochetin? Absolument. Et je vais vous dire, tout ne se répare pas, mais l'alternative, ce n'est pas tout ou rien. Oui. On ne peut pas dire que tout l'esclavage est réparable, on ne peut pas dire non plus que rien n'est réparable. D'ailleurs, la réparation, c'est le principe de la justice. Parce qu'il n'y a pas de paix sans justice, il n'y a pas de justice sans réparation. Même quand il y a un meurtre qui est irréparable, il y a quand même une procédure judiciaire et des condamnations normalement. Donc si on le fait pour les meurtres individuels, il n'y a pas de raison qu'on le fasse lorsque le meurtre est plus grand. Sauf à dire que la justice ne peut traiter que les petits dossiers. Donc, pour tous les crimes contre l'humanité, il y a eu des politiques de réparation. Il n'y a pas de raison que celui-là fasse exception. Voilà, absolument. Aux États-Unis comme en France d'ailleurs. Il faut d'ailleurs rappeler qu'on a mis en place des réparations en France par rapport à l'esclavage. Mais elles ont eu lieu pour qui? Non pas pour les victimes, Pour mais les pour anciens les maîtres. bourreaux. Oui. Nous avons attaqué la France sur ce point. Je raconte l'histoire d'Haïti brièvement. Le peuple haïtien s'est soulevé, a obtenu son indépendance, mais 20 ans plus tard, le roi Charles X, au nom du traité de l'amitié, c'est le nom de ce traité, a imposé à Haïti une rançon. Oui. Ne dites pas une dette, car on dit souvent la dette, c'est Bien pas une sûr. dette, c'est une rançon. Et donc le peuple haïtien, de 1825 à 1946, a payé l'équivalent Oui. de 21 milliards de dollars. 3 milliards. C'est un chiffre qui a été donné il y a 20 ans, Oui. il faudrait l'actualiser. 21 milliards de dollars. Ça a ruiné le pays définitivement, et c'est une partie de l'explication de la situation actuelle d'Haïti. Nous avons dit que c'était une réparation, effectivement, parce que la France a dit au président Boyer de l'époque, nous avons perdu notre colonie, nous avons besoin d'une réparation. Le peuple haïtien qui avait peur de retomber sous le joug de l'esclavage a accepté en se disant vaut mieux payer que retomber, on ne sait jamais. Eh bien, nous avons attaqué la France en disant cette somme doit être restituée Oui. Aux Haïtiens. aux Haïtiens. Eh bien, c'est une réparation financière qui me paraît parfaitement justifiée. Monsieur Hollande, à qui nous avions exposé le fait, on avait commencé une action judiciaire. Il l'avait annoncé. On s'en souvient le 10 mai 2016, lorsqu'il avait inauguré le Memorial Act en Guadeloupe. Et quelques heures plus tard, il avait rétropédalé.
Alors nous avons continué notre combat et nous avons été très heureux d'apprendre que le 21 mai, au moment où M. Macron commentait cette actualité, il a annoncé la mise en place d'une commission avec des historiens haïtiens et des historiens français pour examiner les modalités de la réparation due au peuple haïtien. Donc ça, pour le coup, c'est un combat très important. On parle d'argent, on parle de mémoire, on parle de dignité, et ça, c'est réparable. On ne peut pas dire qu'on ne peut pas rendre l'argent au peuple haïtien. Par ailleurs, la CARICOM, qui rassemble l'ensemble des pays de la zone, depuis Cuba jusqu'à Suriname, eh bien, elle a mis en place un plan de réparation en 10 points, qui demande d'abord des excuses, ensuite qui demande des plans en matière de santé, de développement agricole, éducatif, etc. C'est une façon de réparer. Et cela est adressé aux pays européens concernés, bien sûr la Grande-Bretagne, l'Espagne, le Portugal, la France et tous les autres qui sont embarqués dans cette histoire. Donc il y a mille et une façons de réparer. D'ailleurs, en ce moment même, je suis en train de rassembler un certain nombre de groupes, d'organisations, d'expertise en France pour mettre en place un programme de réparation. Parce que le CRAN, depuis 2012, travaille là-dessus. J'ai même publié 2 livres, vous les avez cités. Mais nous invitons les autres aussi à se saisir. Nous avons notre vision de réparation, mais d'autres ont des propositions à faire. Il y a des gens qui travaillent sur la réforme agraire. Il y a des gens qui travaillent sur l'éducation. Il faut faire des films. Il faut faire beaucoup de choses. Et puis, n'oublions pas, bien sûr, l'Afrique. Oui. Parce qu'on parle de l'outre-mer. Moi, je suis martiniquais, et tant mieux. Mais je n'oublie pas que les premières victimes de l'esclavage, c'est l'Afrique. Et vous l'avez dit à juste titre. On nous parle des traîtres africains comme s'il n'y en avait pas en Europe. Mais les premières victimes de l'esclavage, mais c'est des Africains mourant en Afrique. Les négriers le disent eux-mêmes. Ils disent pour avoir un esclave vivant, il faut tuer destination qu'on va exporter et déporter vers les colonies d'Amérique. Il faut tuer 2 à 4 personnes en Afrique. Pourquoi ? Parce que les gens ne se laissent pas attraper comme des moutons. Chacun se bat pour sauver qui, sa femme, son mari, ses enfants, ses parents. Ils résistaient, exactement. Et donc nous avons des combats homériques qui ont été menés. Beaucoup de gens sont morts et n'ont pas pu sauver tout le monde, mais ils ont fait tout ce qu'ils ont pu. Eh bien, ils sont les premiers bénéficiaires normalement de la réparation. Donc je pense que dans le champ de la réparation, qui est très large, il faut intégrer non seulement les territoires d'outre-mer, sans oublier Haïti, qui n'est plus un territoire d'outre-mer, mais qui était une colonie, mais il faut aussi, bien sûr, intégrer les pays africains qui ont été les premières victimes de la traite négrière. Ils ne pourront jamais payer, parce que si on doit quantifier... Non, on peut tout quantifier. Et Haïti a payé pendant 100 ans. Oui. Donc si Haïti a payé pendant 100 ans, la France peut aussi ça, payer c'est la pendant rançon. 100 ans. Vous parlez de la rançon. Absolument. Mais l'esclavage lui-même qu'ils ont subi... Je peux vous assurer que tout cela a été quantifié. Il y a quantité d'expertise. Même dans, par exemple, un vol d'avion, il y a un accident. Eh bien, il y a des experts en assurance qui viennent et qui vous dédommagent, même si vous ne pouvez pas, évidemment, réparer la perte d'un être cher. Il y a quand même des polices d'assurance qui existent. Il y avait même des assurances qui existaient à l'époque. La première assurance dans le monde, c'est Lloyd's. Ils assuraient la vie des esclaves. Donc, on ne doit pas, disons, se retrancher derrière des excuses. Tout est réparable au niveau financier, même si les vies humaines sont perdues pour jamais. Mais on ne doit pas échapper à ce débat qui est évidemment le cœur du débat d'aujourd'hui. La question de la réparation, alors je rappelle que, encore une fois, Louis Georgetin a écrit « Esclavage et réparation, comment faire face aux crimes de l'histoire », puis les tests clés d'hier et d'aujourd'hui, publiés aux éditions Les Petits Matins. Et dans ces 2 livres, effectivement, Louis Georgetin aborde de façon détaillée la question des réparations. Votre avis sur cette question-là ? Mon avis, il est hybride. C'est-à-dire que oui, effectivement, on peut quantifier les réparations et il faut quantifier les réparations pour précisément les évaluer. D'ailleurs, sur l'élément que vous évoquiez sur les préjudices causés à Haïti, le New York Times a récemment travaillé sur les pertes cumulées de Haïti rapportées au XXIe siècle sur les 150 millions de francs or que Haïti a été obligé de payer à la France à partir de Charles X en 1825. Outre le fait que ça ferait aujourd'hui, ramené à l'inflation de 2026, environ 560 millions de dollars,
il faut tenir compte du fait que c'est précisément 560 millions de dollars qui n'ont pas pu être injectés dans l'économie d'Haïti pour générer plus de Alors, c'est revenus. plusieurs milliards de Oui, dollars. ce qui apporte Plusieurs milliards. C'est là où je veux en venir. Ce qui apporte le préjudice total, selon le New York Times, vous parliez de 21, à 118 Oui. milliards de Il y a dollars. plusieurs chiffres, mais on est en milliards. Oui, c'est-à-dire c'est littéralement à 3 chiffres. C'est-à-dire c'est énorme. Et donc, il faut regarder objectivement que la France se ruinerait, qu'elle n'aurait même pas payé, remboursé à la moitié des pays à qui elle devrait, pour ne citer que la France, n'aurait pas la capacité de la part, enfin du point de vue de ses caisses publiques, de rembourser tout ce qu'elle doit. C'est énormissime. Outre la dette de sang, évidemment, outre évidemment les autres mécanismes qu'on n'évoque pas toujours, des beaux cadeaux que les esclavagistes ont apportés comme la syphilis, la variole, qui ont évidemment énormément décimé les populations locales avant même qu'elles ne soient transportées sur les cales de bateaux. Donc à la fois oui, c'est quantifiable et en même temps c'est très compliqué à mettre en place. J'aurais quand même quelques idées et je pense que cela permettrait mais vraiment d'amorcer une nouvelle ère. Bien Et- sûr, on va en parler dans, Oui. dans cette D'autant émission. plus que ce sont des idées qui mettraient à mal vraiment les esclavagistes d'hier, puisqu'ils aimeraient bien des réparations de façade plutôt que des réformes historiques et totalement audacieuses. On pourrait exiger, par exemple, les Nations Unies ont évoqué cela il y a 2 ans, 2 sièges pour l'Afrique au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. Le débat existe. Par contre, il faudrait que les 2 pays aient, en l'occurrence, un droit de veto. Ce qui empêcherait qu'il y ait des interventions unilatérales comme ce qu'on a vu en Libye, ce qui empêcherait qu'il y ait des gens qui décident comme ça de venir faire la loi chez nous, alors qu'ils ne sont pas réellement, du point de vue de l'histoire, un exemple à suivre. Avec l'Afrique au sein du Conseil de sécurité de l'ONU, avec 2 voix en l'occurrence, on pourrait apposer un veto et il n'y aurait pas d'intervention si la résolution ou la volonté n'est pas convaincante. Deuxième élément, on pourrait partager aussi avec l'Afrique, comme la France l'a fait avec notamment Israël dans les années 56 sous Guy Mollet, le principe de l'arme atomique, de la dissuasion nucléaire. Ouais. C'est ce que j'appelle des réparations véritables. Et il est évident que ces réformes-là ne plairaient pas à l'establishment qui, évidemment, aimerait bien cantonner Mais quand vous les dites- esclaves d'hier à un rôle de subalterne encore aujourd'hui. Encore, je peux évoquer un autre élément, le déboulonnage des statues, bien Oui, sûr. d'accord. Vous n'arrivez pas Oui. à, je sais pas, On va en parler. Hein. oui, vous n'arrivez pas à Tel Aviv ou à Jérusalem et on va vous présenter On est d'accord. Goebbels et Himmler, mais pourtant, ni à Berlin d'ailleurs, mais pourtant à Paris, on vous explique que ça fait partie de l'histoire, C'est la très sculpture intéressant. de Monsieur Colbert, les effigies, enfin l'appellation de Louis XIV comme le roi Soleil, mais imaginez le roi Soleil. Il y a des gens dont on ne va pas forcément citer le nom ici, mais imaginez le scandale s'il se faisait appeler encore en 2026 le roi Soleil, compte tenu de leurs antécédents. Par contre, cela est encore dans l'inconscient collectif totalement accepté, et donc il faudrait pour finir une réforme éducative qui passe donc par, c'est ça que j'appelle moi des réparations. Le déboulonnage, quitte à se débarrasser de toutes les sculptures, c'est pas de notre faute si il y a eu autant d'esclavagistes du point de vue occidental. Donc on revisite l'histoire de fond en comble et on cesse de dire aux Africains que c'est accuser la France que de faire l'histoire. Nous faisons l'histoire. On parle beaucoup de l'article 44. Il faut noter que dans l'article 33 du Code noir, on précisait que si l'esclave frappe son maître, s'il y a un bleu, une contusion, ou la femme du maître ou un parent du maître, et qu'il y a du sang, il sera puni de mort. Je veux bien qu'il ne faut pas frapper des gens, mais de là à ôter la vie pour cela, c'est un peu fort de café. Y compris l'article 27 qui précisait par exemple que oui, il faut loger, nourrir l'esclave, mais dans les faits, ça ne se passait pas comme ça. On s'en foutait totalement quand on avait... Alors, vous avez Sur la effectivement question des statuts, d'ailleurs, je voudrais la, revenir la- là-dessus. la question du statut, Des statuts. des statuts, Alors, qu'il faut déboulonner, oui. Absolument. Il ne s'agit pas de les détruire, mais il faut les mettre dans un musée de l'esclavage. Je rappelle qu'il n'y en a pas en France, dans l'Hexagone. Il y en a 100 aux États-Unis, 0 dans l'Hexagone. Celui qui est en Guadeloupe, c'est un mémorial, pas un musée. J'avais, à l'époque, saisi la France de cela. J'avais écrit une tribune dans Libération en demandant que, par exemple, la statue de Colbert, qui nous choque tous, soit mise dans un musée. Monsieur Macron avait répondu, et Madame Macron aussi d'ailleurs, elle s'exprime rarement, mais là, elle avait voulu s'exprimer, en disant non, qu'il faut faire face à l'histoire. J'avais dit très bien, j'avais fait un autre texte pour dire à ce propos, puisqu'on va célébrer les 300 ans
de l'Élysée, c'était en 2020, j'avais dit, Monsieur Macron dit qu'il faut faire face à l'histoire, c'est-il seulement que le palais dans lequel il habite est en fait un palais négrier. L'hôtel d'Évreux. Pourquoi ? Parce que l'hôtel d'Évreux était fait par Monsieur Croizat. Monsieur Croizat était un négrier, l'homme le plus riche de France, qui possédait pratiquement toute la Louisiane. Je ne parle même pas de l'État de Louisiane d'aujourd'hui, mais de la Louisiane historique, donc 3-4 fois plus grande. Et c'était un négrier, en fait. Donc le palais de l'Élysée, c'est le palais du négrier. Oui. Et j'avais dit à Monsieur Macron, il devrait peut-être mettre un mémorial dans la cour du palais de l'Élysée. Il avait refusé. Ce n'est que la première fois cette année, 6 ans plus tard, qu'il a reconnu effectivement, à la suite de cette tribune, il a pris 6 ans, Heureusement, que c'est un palais. Mais on doit aller plus loin, il faut faire un mémorial. Oui. Et donc l'éducation, la santé, l'agriculture, je parlais de la réforme agraire, que tout, par exemple, les citoyens d'outre-mer qui voudraient faire un voyage de retour aux Antilles, en Afrique, cela devrait être pris en charge. Ou si des Africains veulent aller aux Antilles pour voir ce que sont devenus leurs cousins, leurs frères, leurs sœurs, ça devrait être C'est payé. intéressant. Donc, il y a tout un programme que l'on peut mettre en place. Et j'estime que si Haïti a pu payer tout ce qu'Haïti a pu payer pendant plus de 100 ans, la France peut payer. Parce que même le montant sur Haïti, 150 milliards, c'est énorme. Le PIB de la France, c'est 3 000 milliards. Oui. Donc, si on étale sur 20 ans, franchement, la France peut payer. Donc, il n'y a pas de difficulté. Le problème est essentiellement politique. Heureusement, Oui. nous avons fait campagne et Le je problème crois est qu'il y a de plus en plus de gens qui nous Pensez-vous rejoignent. Maintenant, M. Macron lui-même, qui n'est pas altermondialiste, anticolonial, mais M. Macron s'y met parce qu'il a constaté que la demande sociale est énorme. Dans l'outre-mer, j'avais fait un sondage en 2013. Parce qu'on nous disait, mais vous voyez, même les ultramarins sont contre les réparations. Je dis, ah bon ? Nous allons faire un sondage, pas un sondage que j'ai fait moi-même, avec IFOP. Bon. IFOP démontrait que les 2/3 des ultramarins sont favorables aux réparations, et ça c'était en 2013. On ferait le même sondage aujourd'hui, on serait à mon avis à 80. Et donc je crois qu'aujourd'hui, tout le monde a compris que c'est quelque chose qui est nécessaire. On ne peut pas échapper au débat, raison pour laquelle M. Macron a mis en place cette commission, et nous-mêmes, nous faisons une commission parallèle pour être sûr que les choses se passent de façon optimale et que ne sortent pas quelques mesurettes pour amuser la galerie. Alors, c'est intéressant, c'est intéressant. Moi, je voudrais dire quand même, rappeler quelque chose. C'est que on parle de l'abrogation de ce texte. Mais pour moi, quand je dis que c'est un coup d'épée dans l'eau, ben, parce que ça continue. Il ne faut pas oublier que la colonisation est une forme d'esclavage qui ne dit pas son nom. Il faut s'en rendre compte. La colonisation est une forme d'esclavage. Et par ailleurs aussi, mais il est important de souligner que quand Lecointre dit que nous allons recoloniser l'Afrique, il le dit, personne ne réagit, même le gouvernement ne réagit pas. Et c'est ça la question que moi je oui, je après, vous poser. et quand Fuchs dit, ah oui, comme on a chassé les militaires français, ce sera une occasion pour déstabiliser le Niger. Donc, mais il faut savoir aussi, soyons sérieux, on a parlé de dédommagement. Quand vous achetez à $8 la tonne d'uranium, alors que ça coûte 250 dollars sur le marché international, c'est une propriété, c'est exactement ce que dit le Code noir, n'est-ce pas? Donc, soyons sérieux. Si la France désire faire vraiment un travail correct dans cela, c'est que, en fait, elle devrait coller la paix aux Africains. Point. Je propose qu'on m'accorde une pause. On se retrouve dans quelques secondes pour la troisième et dernière partie de notre émission. À tout de suite. NCA, désormais sur Free. Après son intégration au bouquet Canal+ Afrique, Canal 9 et Canal 573, NCA poursuit son développement et vient d'intégrer le célèbre bouquet Free TV, Canal 426. La chaîne panafricaine renforce ainsi son ancrage aussi bien en Afrique que hors d'Afrique. Le développement de NCA, c'est vous, nos téléspectateurs à travers le monde. NCA, la chaîne panafricaine de référence.
NCA, la nouvelle chaîne africaine. NCA, the New African Channel. Troisième partie de notre émission, le Frontal, hein, votre rendez-vous politique. Le numéro de ce jour est consacré à l'analyse de l'abrogation du Code noir. C'était le 28 mai dernier par l'Assemblée nationale française. Claude Wilfried Kanga, il faut dire les choses clairement. Je peux ajouter quelque chose? Non, je viens à vous, Après, vous, professeur. Il n'y a pas très longtemps, le président français a dit, pour être respecté, il faut être craint. Je confirme. Très bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a aujourd'hui dans la communauté nationale française un segment, une partie de Français vis-à-vis de qui on n'est plus méfiant. On ne dit pas n'importe quoi, on ne fait pas n'importe quoi. Mais avec les afro-descendants, avec les Noirs, tout est permis. Oui. On vit aujourd'hui en France dans un contexte de racisme décomplexé. Oui. Il n'y a pas longtemps, on a entendu sur une chaîne de télé, quelqu'un dit ouvertement, on nous a chassés du Mali, on a maintenant un maire malien à la tête de Saint-Denis. Oui. Oui. Est-ce que ça aussi, ça ne vient pas de notre passivité, Bien de sûr. notre propension à tout accepter, à tout laisser, sans revendiquer qu'on nous respecte? Sauf que pour se faire respecter, il faut être respectable. Il faut se faire respecter soi-même. Bien sûr, on a même eu Michel Onfray qui expliquait, comme par hasard, il a eu l'idée de faire des analogies avec des tribus primitives. Oui, oui. Quand il s'est agi de... Qui a bougé le petit doigt? personnes. Et on a eu un autre, je ne sais pas, analyste politique scientifique qui a répété que nous sommes de la famille des grands singes. Enfin, je veux dire, on dirait que c'est en 2026 qu'on a découvert que Homo sapiens était parenté à la famille des grands singes. Évidemment, cela n'intervient avec autant de légèreté que quand il s'agit d'un Africain ou d'un Afrodescendant, parce que précisément, on n'est pas craint. C'est la raison pour laquelle, quand j'évoquais les réparations, je posais des conditions qui sont, aux yeux des Européens notamment, inacceptables. Je le fais de manière consciente parce que c'est non seulement à la victime de poser des conditions, mais c'est précisément ce qui est inacceptable pour le bourreau qui est la vraie réparation. Il y a des pays, des peuples qui ont subi des massacres, de la domination, de l'oppression, et qui aujourd'hui sont davantage craints que les Africains parce qu'ils ont entre autres la puissance nucléaire. Ils ont entre autres un soft power qui n'admet pas un certain narratif. Vous n'allez pas dire sur les catastrophes, sur l'Holocauste, qu'il y a eu des collaborationnistes. Pourtant, vous n'allez pas dire non plus sur le cas de la France qu'il y a eu des collaborationnistes. On vante le nom du général de Gaulle à corps et écrit. Pourtant, le maréchal Pétain, qui était le dirigeant de facto de la France, a demandé à la France d'abandonner le combat. N'eût été la présence des Africains, entre autres, nous, qui avons œuvré à la bataille de Bir Hakeim, Al-Alamein, Toulon, débarquement en Provence, qui avons été au moins aussi utiles que les Américains lors du débarquement en Normandie. Il faut noter que les Américains ont commis quelques agressions sexuelles sur des femmes françaises. Il n'y a pas eu que du positif lors du débarquement en Normandie. Le narratif vis-à-vis des Africains est systématiquement dégradant. Parce qu'on n'a pas la réponse économique, parce qu'on n'a pas la réponse scientifique, parce qu'on n'a pas la réponse diplomatique, parce qu'on n'a pas la réponse militaire ou nucléaire. C'est pour ça que Lecointe peut dire il faut recoloniser l'Afrique. On ne veut pas recoloniser la Corée du Nord. Non. Parce que Kim Jong-un donnera 2-3 petites réponses à ceux qui oseraient tenter une initiative pareille. Donc, s'il faut parler des réparations, je ne suis pas dans le mot de réparation en mode revendication. Non. Une réparation qui maintient la relation de subalterne à suzerain est une réparation, limitée dans le temps, une réparation qui ne va pas disloquer la structure. Or, il s'agit de casser les codes. Si l'Afrique a un représentant ou deux aux Nations Unies, si l'Afrique bénéficie d'un partage de technologie qui lui permet d'avoir l'autonomie nucléaire. On a vu qu'ils se sont débrouillés à débarrasser l'Afrique du Sud de Mandela, de l'arsenal nucléaire, qui était pourtant l'une des réponses à ce que cela ne se reproduise plus. Parce que la meilleure des réparations, ce n'est pas celle qui... Vu comment le Sud-Africain se comporte aujourd'hui. Oui, ça vient également... Vis-à-vis des autres Africains. Non, mais ça vient également de ce narratif-là où on finit par faire accepter aux Africains que faire l'histoire et s'aimer et se remettre sur le même pied d'égalité que ceux qui nous ont opprimés hier, c'est être contre eux. Oui.
pourtant tout le monde fait l'histoire. Oui. La France et l'Allemagne commémorent la Bien bataille sûr. de Verdun. Bien sûr. On commémore l'armistice du 8 mai 45. On commémore tout type de tragédie. On Bien commémore sûr, absolument le génocide arménien. ou le génocide Enfin, arménien. L'Allemagne s'est prononcée en faveur notamment de la reconnaissance du génocide arménien. Les Africains sont les seuls à qui on dit c'est le passé, il faut pas y penser. Tout le monde parle de son passé, mais pas nous. C'est le passé, il faut pas y penser, c'est révolu. Et quand on accepte Je crois que tout cela est en train de changer. Enfin, Vous pensez Il faut on que est ça dans change. la bonne direction. Le 10 mai, on Par n'a exemple, rien vu, mais le 10 Il mai. y a un événement majeur Oui. qui s'est passé en Afrique dont personne n'a parlé, c'est la guerre du Niger. Vous vous rappelez, la France avait dit nous irons au Niger parce qu'il y a un coup d'État et la France, bien sûr, Oui, la volonté de réinstaller évidemment, Mohamed Bazoum en la 2023. France défend la liberté, la démocratie en Afrique, etc. Bon, nous ne sommes pas dupes de tout cela. Cette guerre n'a jamais eu lieu. Vous avez noté que la guerre Non, du Niger moi- n'a pas moi, eu lieu. Moi, je pense. C'est-à-dire que normalement, S'il n'y avait on pas devait Bazoum se dire- au milieu du palais Non, mais- présidentiel, ils auraient bombardé les Nigériens. Au Non, départ, en l'occurrence, non. c'est à cause de la Au solidarité départ, qu'est-ce qui s'est panafricaine passé des trois pays, le Niger, à le partir du Mali et le moment où Burkina. le Niger est censé être l'un des pays les plus pauvres du monde et que la France dit je vais envahir le Niger, normalement c'est plié. Oui. Or, la guerre, non seulement n'a pas été On peut menée, voir ça comme mais elle ça. a été annulée très rapidement. Pourquoi? Parce qu'il y a une résistance unanime au Conseil de sécurité de l'Union africaine. Et donc la France n'a pas pu trouver un seul État complaisant, pour ne pas dire traître, qui l'autorise à venir au Niger, comme elle avait cru pouvoir le faire en Libye ou comme elle avait cru Non, mais, pouvoir le faire en Côte d'Ivoire. chers collègues, Et ça, c'est très Quand même, intéressant parce que c'est je pas si parfait que ça. Je parce que termine. Vous êtes très Parce optimiste. que c'est la première fois dans Il y a quand l'histoire même un bémol coloniale à y ou apporter. post-coloniale que la France, non seulement ne gagne pas, elle a perdu, par exemple, après tout, en Algérie, mais là, elle a perdu avant même d'avoir commencé. Et ça, c'est un événement important. Et les C'est une actu. événements qui n'ont pas eu lieu sont parfois aussi C'est importants vrai. que ceux qui ont eu lieu. Et je pourrais donner beaucoup d'exemples comme ceux-là qui montrent que ce que vous dites est vrai. Hein. Historiquement, c'est ça la tradition. Mais c'est une tradition qui commence à changer. Et nous voyons dans les rapports internationaux que la donne a changé. Que le Ghana, par exemple, ait présenté ce texte est un signe des temps. Il y a 5 ans, le Ghana n'aurait pas pu présenter ce texte et n'aurait pas pu avoir ce quasi-consensus. Et finalement, les pays européens qui ont voté contre, ce sont eux qui se sont mis à la marge de la communauté internationale. Vous voyez, on était à Durban en 2001, où les pays africains demandaient aussi réparation. Ils disaient exactement la même chose. Durban est mort en rase campagne. Oui. La résolution a été portée, mais abandonnée. Et après, on a dit, tous ces gens, c'est des gens qui soutiennent l'Iran, le terrorisme, etc. Donc le même agenda à Durban a été certes voté, mais battu moralement. Là, c'est l'inverse. Là, non seulement le Ghana a porté ce texte qui a été soutenu par plus de 150 États, mais les États européens n'ont pas pu empêcher le Ghana de porter ce texte, ce qui est important à noter. Et non seulement ils n'ont pas pu, mais c'est eux qui se sont retrouvés en minorité. Je pourrais donner beaucoup d'exemples qui montrent qu'il y a progressivement un rééquilibrage mais qui vous se fait vous entre reconnaissez, le Nord on fait pas ce n'est assez. et le faut- Sud. juste On ne fait pour- pas assez. on bien fait pas entendu. assez, vous le Mais reconnaissez, si on regarde la d'accord. tendance, si vous Oui. voulez, par rapport à il y a 5, 10, 20 ans, Oui. les choses tendent vers une amélioration. Donc je nous encourage à une forme d'optimisme. Justement, et juste pour terminer, avant de laisser la parole à monsieur, juste pour terminer sur le cas de l'Afrique du Sud, c'est justement parce qu'on est dans cette forme d'encouragement que on regarde avec lucidité les quoi qui existent encore et la facilité que les Africains ont encore à s'en prendre à leur semblable, alors que dans le cas de l'Afrique du Bien Sud, sûr. par exemple, vous avez 7% de la population. C'est une qui détient absurdité, ce qui se passe 80% des là-bas. terres arables. Absolument. Et tu as quand même une Oui. population de plus de 45 millions d'habitants qui réussit à penser que Ce sont les Ghanéens, les Zimbabwéens qui Bien sûr. le prennent leur Ici, richesse. il faut que ça prenne fin parce qu'en l'occurrence, en Afrique de l'Ouest, comme vous l'avez évoqué, au-delà de l'absence de consensus ou de soutien aux Nations Unies, parce qu'il faut quand même noter qu'un pays comme la Côte d'Ivoire d'Alassane Ouattara était très partant pour le faire au niveau de l'exécutif. La Côte d'Ivoire, le Nigeria, Pas seulement. le Nigeria, le Bénin, accessoirement, le Sénégal. plus timide, le Sénégal justement, mais c'est principalement la prise de conscience des peuples africains du Niger et Justement, c'est ce que je dis. du Niger, du Mali, C'est ça qui est intéressant. du Burkina Faso et Parce qu'il y a 20 ans, accessoirement aussi. il y a même 5 ans, ça ne se serait pas passé comme ça. Donc c'est ça qui est nouveau. Oui, et c'est pour ça que ce narratif. C'est ça qui est on nouveau. va pousser au fait que le narratif change et Ok. que les Africains se considèrent sur une égalité. Professeur. Je voudrais dire qu'il nous faut énormément de vigilance. Quand vous dites que la guerre du Niger n'a pas eu lieu, mais ce que la France a été capable de faire, c'est pire. Elle est arrivée à persuader le Nigeria de pouvoir justement déclencher cette guerre, alors qu'elle a été à l'origine du Biafra.
Oui, et que le Nigeria exactement. a complètement oublié les événements du Biafra, qui était la scission complètement du Mais le Nigeria Nigeria n'a pas et fait la guerre au d'exploiter Niger. Mais par rapport au justement, pétrole. c'est-à-dire Ça, que- c'est important Non, de c'est le important ce que vous rappeler, dites. n'est-ce Mais pas? c'est Donc, d'abord au niveau de la CEDEAO que la France a réussi à dire il faut attaquer le Niger et le Nigeria Oui. a voté. Ouais. Mais quand c'est arrivé au niveau de l'Union africaine, eh bien, même le Nigeria qui avait voté pour la guerre a dû voter contre. Et ce qui est intéressant, c'est que le vote ne s'est pas fait à la majorité. Moi, Il s'est fait à l'unanimité. Parce qu'on a dit, même au Nigeria, qui est censé être le géant de l'Afrique, on a dit il est hors de question qu'il y ait un seul pays qui vote pour autoriser la guerre, parce qu'on ne veut pas qu'il y ait une brèche à travers laquelle la France puisse, je termine monsieur, Bien sûr. à travers laquelle la France puisse s'insinuer et que la France puisse dire le Nigeria ou la Côte d'Ivoire m'a autorisé. Il y avait donc la j'y vais. fronde, il y avait la Et fronde donc- des Haoussa ou et des- donc, des- même les ou pays de la CEDEAO, Oui. qui sont souvent très proches de la France pour des raisons qu'on connaît, alors qu'ils avaient voté en majorité pour la guerre, au mépris de leur peuple d'ailleurs, ils ont fini par voter contre la guerre au niveau du Conseil de sécurité de l'Union africaine. Et ça, c'est quelque chose d'absolument d'accord. inédit dont on n'a pas pris la mesure. Très bien, professeur, Moi, allez-y. je pense pas que le poids de l'Union africaine était prépondérant. Ce que je pense, non, il y a pas c'est d'autre un avis. explication. Hein, nous sommes en train de. Ce qui s'est passé, c'est que au niveau du Nigeria, il y a la partie des Haoussa qu'on retrouve au niveau du Niger. C'est Et vrai. les Haoussa ont dit que si Il y a jamais une vous fronde essayez Haoussa, de le il y avait faire, une fronde vous allez Haoussa. voir comment le gouvernement, nous allons pouvoir attaquer le gouvernement national nigérian et qu'on verra. Et c'est ça qui a contenu Entre autres. effectivement. Entre autres, on va Oui, dire. essentiellement. Mais au final, il n'y a eu oui. aucune voix. Et c'est pour le- la guerre. C'est le terrain, Et au c'est le final, il y a terrain eu qui commande, aucune comme voix. on dit, hein, c'est le terrain qui commande. Mais mieux, c'est que il y a l'économiste Piketty, mon collègue, qui avait fait une étude en disant que la France pouvait payer la dette de Haïti dans la totalité, qui serait plus de 3 000 milliards, etc., etc. Bon, mais il y a une volonté du gouvernement français ou de certains hommes politiques de ne pas vouloir régler ces dettes. C'est vrai. Ça, il faut être, voilà, il faut être clair. Mais c'est pour ça que nous nous sommes battus. Voilà. Il y a encore autre chose que je voudrais considérer. Allez-y, C'est professeur. que je considère, c'est que comment, par exemple, la rédaction concernant l'histoire des massacres du Cameroun, le président du gouvernement français, Macron, décide de créer les commissions, n'est-ce pas, qui vont écrire l'histoire. Où on a vu ça? On n'a jamais demandé aux Français de créer une commission avec comment dit-on, les Algériens pour écrire une histoire. Donc vous voyez comment Non. un problème qui est scientifique, laissez-moi, un problème qui est scientifique, qui devrait être laissé à la merci, du moins à l'appréciation des scientifiques de faire le travail, le président intervient et va jusqu'à créer cette commission. Il a créé cette commission, les membres de cette commission pour rédiger l'histoire. Donc vous voyez, on est encore des choses. Hein, on est encore des choses pour ce gouvernement. Il faut le dire. Je pense que ces mécanismes sont positifs, que nous avons milité, y compris au niveau judiciaire, pour que cette réparation pour Haïti, mais pas seulement, mais c'est un exemple parmi d'autres, soit mise en œuvre. Cette commission est créée, je m'en réjouis, mais nous avons un devoir de vigilance. L'idée n'est pas de sous-traiter la vérité à quelques personnes que ce soit. Donc nous devons absolument avoir notre propre commission pour vérifier si le travail qui est fait est un travail merci. solide et crédible. Merci. Louis-Georges, très rapidement, le dernier point. Claude Wilfried, Kanga et Kanga. Le professeur a rappelé les menaces publiques de François Lecointre, Ouais. le chancelier, le grand chancelier français et ancien chef d'état-major de l'armée française. Je peux me tromper, mais ce qui préoccupe véritablement, la vraie problématique aujourd'hui avec une ancienne puissance coloniale comme la France, ce n'est pas que l'Union africaine les l'impressionne, et même nous-mêmes nous les intéressons pas. Ce qui les préoccupe, c'est on ne va pas laisser l'Afrique tomber sous l'escarcelle de la Chine et de la Russie. Au fond, la guerre que prophétise François Lecointre, nous, on n'a pas de rôle à jouer dedans. C'est une guerre entre puissances, au fond, entre la France et la Chine ou la Russie ou la Turquie, on ne sait pas. Mais nous, au fond, comme dit le professeur, ils ont toujours
un regard chosifiant sur nous. Oui, et ça ne changera jamais. Ça ne changera Et j'en profite jamais. justement de cette fin d'émission Ça pour ne changera jamais. nous inviter à sortir de la naïveté. J'ai fait des suggestions de réparation volontairement irréalistes. Votre histoire de l'âme atomique, il faut oublier. Justement, c'est là où je vais en venir. Je le dis, j'ai fait... Qui n'est pas difficile à Permettez- élaborer. Ah ben oui, bien sûr. Permettez que je- Allez-y. Je dis, j'ai fait des suggestions de réparation volontairement irréalistes pour D'accord. montrer D'accord. que ce qui nous permettrait vraiment de réparer le préjudice est inacceptable aux yeux de ceux qui nous ont esclavagisés hier. Cela signifie que c'est nous qui devrons imposer un rapport de Absolument. force. Absolument. Car Absolument. dès l'instant où les colons d'hier, qui en fait le sont toujours aujourd'hui, constateront que il y a un réel équilibre qui s'instaure, Bien sûr. évidemment Merci. qu'ils seront disposés à nous refaire la guerre à nouveau Merci. pour empêcher les équilibres. Merci Juste Claude. une dernière Oui, chose. merci, oui. Il y a 20 ans, le PIB de l'Afrique, si on la prend comme un tout, faisait qu'elle n'était même pas dans le top 20 mondial. Oui. Eh bien, je peux vous annoncer qu'en 2026, le PIB de l'Afrique est aujourd'hui au niveau de la France. Il est entre les mains des Donc, multinationales. il y a une évolution très considérable. C'est un qui est en train de se continent et mettre en un place. pays. Oui, mais il y a 20 ans, ce continent On est n'était même d'accord. pas dans le top 20. On est d'accord. Donc je pense que nous devons être attentifs non seulement aux problèmes qui sont réels, mais aux évolutions, aux progrès Merci. qui ne sont pas moins réels. Merci Louis-Georges Tin. Quelques secondes à l'aîné qui est avec nous dans cette émission pour conclure. Oh, On reste optimiste. Je crois qu'il y a un camarade qui disait la chose suivante. Il est important qu'on maîtrise et on élabore la bombe atomique. Voilà Merci. la ligne. Merci. Et nous avons Merci. les compétences pour pouvoir le Merci. faire. Je voulais dire juste un mot dans le cas de cette bombe atomique. 3 Les secondes. compétences qui ont permis l'élaboration de la bombe atomique française, ça relève à peine du premier cycle hein, en sciences et mathématiques Merci. et justement d'accélération. Si. C'est la fin, mesdames et messieurs, de Frontal et votre rendez-vous politique. Je vous remercie d'avoir été nombreux à suivre. Restez fidèles à nos programmes. Merci d'avoir été à notre compagnie. À très bientôt pour un nouveau numéro de Frontal. Merci à vous. Et les